La pluie tombait en fines gouttes ce soir-là, transformant les pavés d'une ruelle obscure en un miroir glacé. Une femme aux traits tirés et aux vêtements en lambeaux tenait dans ses bras une petite fille endormie. Son regard était voilé par une douleur indicible, un dilemme insoutenable qui rongeait son âme depuis des jours. Elle s'agenouilla près d'un tas de cartons usés, serra une dernière fois l'enfant contre son cœur, puis la déposa avec une douceur infinie. « Pardonne-moi » murmura-t-elle en caressant la joue ronde et chaude de sa fille. Ses mains tremblaient lorsqu'elle posa à côté de l'enfant un morceau de papier froissé sur lequel était inscrit un prénom, Maya. Puis, elle disparut dans l'ombre, étouffant ses sanglots. Quelques heures plus tard, un passant s'arrêta en entendant un faible gémissement. Il découvrit la fillette, encore enveloppée dans une couverture fine et trempée. Alarmé, il la porta jusqu'à un orphelinat de la ville, une vieille bâtisse grise qui accueillait des dizaines d'enfants abandonnés. Maya passa ses premières années dans cet établissement austère, entourée d'autres enfants sans famille. Elle grandit sans connaître les bras d'une mère, ni la voix rassurante d'un père. Elle était une enfant silencieuse, observatrice, dotée d'un regard intense qui trahissait une intelligence précoce. Lorsqu'elle apprit à parler, elle posait souvent la même question aux sœurs qui s'occupaient d'elle. « Pourquoi mes parents ne sont pas venus me chercher ?» Personne n'avait de réponse à lui donner. À l'âge de 5 ans, Maya fut adoptée par Pierre Lefebvre et sa femme Blanche. Le couple, en apparence, semblait respectable, du moins aux yeux du personnel de l'orphelinat qui voyait en eux une chance pour la fillette. Pierre était un homme d'âge moyen, au physique robuste, avec des cheveux poivre et cils soigneusement peignés en arrière. Il portait des costumes bon marché, mais bien entretenus, et parlait d'une voix grave et autoritaire. Blanche, quant à elle, était plus réservée. Elle était une femme effacée, constamment reléguée dans l'ombre de son mari. Elle n'avait jamais eu d'enfant, et il était difficile de savoir si elle voulait réellement de Maya ou si elle se contentait de suivre les décisions de Pierre. Lorsque Maya entra pour la première fois dans sa nouvelle maison, elle fut frappée par l'atmosphère froide et impersonnelle des lieux. Tout était à sa place, trop ordonné, trop rigide. Elle chercha instinctivement un signe de chaleur, quelque chose qui lui ferait croire qu'elle était enfin chez elle. Mais il n'y avait que le silence et le regard perçant de Pierre. « Va poser tes affaires dans la petite chambre au fond du couloir », dit-il sèchement. Dès le début, Maya comprit que ce foyer n'était pas une maison, mais une cage. Pierre Lefebvre ne tarda pas à révéler sa véritable nature. Il ne s'était jamais intéressé à Maya autrement que comme une responsabilité administrative, un geste pour satisfaire une image de respectabilité. Il ne la touchait jamais, ne lui accordait aucune affection, et parlait d'elle comme d'un objet encombrant. Une erreur de la nature, disait-il parfois à voix basse, lorsqu'il pensait qu'elle ne l'entendait pas. Maya, encore trop jeune pour comprendre pleinement la signification de ces mots, ressentait néanmoins leur poids sur ses petites épaules. Les premières humiliations furent subtiles, presque invisibles aux yeux du monde extérieur. Pierre la forçait à rester dans sa chambre pendant les repas, prétextant qu'elle faisait trop de bruit en mangeant. Il refusait qu'elle joue dehors avec les autres enfants du quartier, expliquant que sa présence attirerait des regards. Mais avec le temps, ces brimades devinrent de plus en plus cruelles. Il la comparait aux animaux, riait de la texture de ses cheveux, la forçait à répéter des phrases dégradantes pour lui apprendre sa place. « Dis-moi, Maya, qu'est-ce que tu es ?» lui demandait-il un jour d'un ton faussement doux. « Je suis une fille. »« Non, tu es un fardeau. Un fardeau que j'ai eu la gentillesse d'accepter. » Chaque mot résonnait en elle comme une gifle invisible. Blanche, quant à elle, restait silencieuse. Elle n'aimait pas ce que Pierre faisait subir à Maya, mais elle n'osait pas s'opposer à lui. Sa passivité blessait autant la fillette que la brutalité de Pierre. Les années passèrent et Maya grandit dans l'ombre du mépris de Pierre. À l'âge de 14 ans, elle commença à comprendre pleinement l'étendue du racisme et de la cruauté de son père adoptif. Il la forçait à participer à des tâches dégradantes, lui interdisait de parler à des garçons, la privait de tout ce qui pouvait lui apporter du réconfort. Mais un soir, la violence psychologique atteignit un sommet. Après une dispute particulièrement intense, où Maya osa répondre à l'une de ses remarques racistes, Pierre vit rouge. « Tu crois que tu peux me tenir tête, toi ?» cria-t-il en la saisissant violemment par le poignet. Il la traîna jusqu'à sa chambre, ouvrit son placard et en sortit une robe ridicule, aux couleurs criardes et mal taillées. « Mais ça !» Maya hésita, les larmes aux yeux. « Fais ce que je te dis » hurla-t-il. Tremblante, elle obéit.
Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle vit son reflet déformé par la douleur et la honte. Pierre éclata de rire. « Regarde-toi bien. T'es rien d'autre qu'un souvenir d'erreur. » Ces mots s'imprimèrent dans son esprit comme une brûlure indélébile. Cette nuit-là, Maya pleura en silence, serrant ses poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans sa paume. Ce fut la nuit où elle comprit que si elle voulait survivre, elle devait un jour fuir cet enfer. Pierre exerçait une emprise invisible mais implacable sur Maya, un contrôle insidieux qui s'infiltrait dans chaque recoin de son existence. Il ne levait jamais la main sur elle, mais ses mots suffisaient à la réduire en miettes. Il ne la critiquait pas directement. Il se contentait de soupirer lorsqu'elle parlait, de lever les yeux au ciel lorsqu'elle exprimait une opinion, de lui lancer des remarques cinglantes déguisées en conseils. « Tu réfléchis trop », disait-il quand elle posait des questions. « Tu n'es bonne qu'à rêver », lâchait-il lorsqu'elle évoquait ses ambitions. Chaque phrase, chaque regard, chaque silence prolongé lui faisait comprendre qu'elle n'était jamais assez bien, jamais à la hauteur de ses attentes floues et changeantes. En public, Pierre l'ignorait délibérément. Lors des rares réunions familiales ou événements de quartier, il faisait semblant de ne pas la voir, engageant des conversations animées avec d'autres tout en l'excluant subtilement. Et lorsqu'ils étaient seuls, il se montrait encore plus cruel, la rabaissant sous couvert de la former à la vraie vie. Il la reprenait constamment sur sa façon de parler, de marcher, de se tenir. « On dirait que tu viens d'un autre monde », disait-il d'un ton acerbe. « Tu ne comprendras jamais comment fonctionnent les choses. » Sous le poids de cette oppression, Maya grandissait avec un sentiment de honte lancinant, une impression constante de n'avoir aucune valeur. Mais en elle, une étincelle refusait de s'éteindre. Chaque humiliation nourrissait un feu qu'elle ne comprenait pas encore totalement, mais qui allait devenir sa force. À l'adolescence, elle commença à comprendre que l'amour de son père était un mirage, une illusion qu'elle avait poursuivie en vain. Alors, elle cessa d'essayer de lui plaire. Elle cessa d'attendre un signe de reconnaissance. Elle se mit à rêver d'évasion. Loin de cette maison oppressante, loin des reproches, loin des regards dédaigneux de Pierre. Elle se promit qu'un jour, elle partirait, qu'elle construirait une vie où elle n'aurait plus à justifier son existence. En secret, elle commença à économiser. Elle lavait des voitures, portait des courses pour les voisins, vendait des bracelets faits main sur le marché. Chaque pièce qu'elle mettait de côté était une brique pour son avenir. C'est aussi à cette époque qu'elle découvrit la danse. Un soir, attirée par la musique qui s'échappait d'un centre communautaire, elle s'arrêta devant une grande salle aux miroirs étincelants. Fascinée, elle observa les danseurs se mouvoir avec grâce et intensité, leur corps racontant des histoires que les mots ne pouvaient exprimer. Ce fut une révélation. Dès lors, elle consacra chaque instant libre à la danse, apprenant en observant, en imitant, en répétant encore et encore. C'était son refuge, son échappatoire, le seul endroit où elle se sentait libre, où elle avait le droit d'exister pleinement. Puis vint le jour où elle sut qu'elle ne pouvait plus attendre. À 18 ans, alors que l'aube peinait encore à dissiper l'obscurité, elle quitta la maison, un sac sur l'épaule, le cœur battant, mais le regard fixé vers l'horizon. Elle n'avait pas de plan précis, juste une certitude, elle ne reviendrait jamais. Elle trouva refuge dans un petit appartement modeste, à la périphérie de la ville, un espace minuscule mais à elle. Elle décrocha un emploi de serveuse dans un restaurant, travaillant dur pour subvenir à ses besoins tout en continuant la danse. Mais la liberté avait un prix. Les premières nuits furent hantées par la culpabilité, par cette voix intérieure qui lui murmurait qu'elle avait trahi, qu'elle n'y arriverait pas. Pourtant, chaque pas de danse lui rappelait pourquoi elle était partie. Chaque sourire échangé avec un client, chaque compliment sur son service, chaque instant où elle se sentait enfin visible et respectée lui donnait la force de continuer. Maya n'était plus cet enfant brisé. Elle était une femme en devenir, une femme qui se battait pour sa place dans le monde. Et cette fois, plus personne ne pourrait l'éteindre. Des années plus tard, Maya s'était reconstruite, pierre par pierre, façonnant une vie bien éloignée de celle qu'elle avait fuie. Son parcours n'avait pas été linéaire, mais elle s'était battue avec acharnement pour se forger un avenir. Elle avait poursuivi des études en danse et en psychologie, cherchant dans le mouvement une liberté absolue et dans la compréhension de l'esprit humain un moyen d'exorciser ses propres démons. Ses blessures ne disparaissaient pas, mais elle apprenait à cohabiter avec elles, à les transformer en quelque chose de plus grand, de plus utile. Elle était devenue une conférencière respectée, parcourant les universités et les centres sociaux pour parler de résilience et de guérison.
Devant des étudiants captivés, des jeunes en quête d'espoir, elle racontait son histoire sans chercher à susciter la pitié, mais plutôt à transmettre une force, une possibilité de renaissance. Pourtant, son passé restait une ombre en arrière-plan, un murmure persistant qu'aucun succès ne pouvait complètement faire taire. Un jour, après une conférence particulièrement intense sur la reconstruction après la maltraitance, elle reçut un appel inattendu. Son cœur se serra en voyant le nom sur l'écran. Pierre. Son souffle se coupa un instant, et sa main trembla légèrement avant qu'elle n'appuie sur la touche pour décrocher. La voix à l'autre bout du fil n'avait plus rien de l'homme dominateur qu'elle avait connu. Elle était tremblante, fatiguée, presque brisée. Il lui annonça d'un ton hésitant qu'il était malade. Un cancer. Il n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Puis, dans un souffle, il laissa tomber ces mots qu'elle n'avait jamais cru entendre de lui. Maya. Je suis désolé. J'ai été un monstre. Tout ce que je t'ai fait, je le regrette. Il n'y avait aucune raison, aucune excuse. J'ai été aveuglé par ma propre colère, et j'ai détruit ce qui aurait dû être beau entre nous. Maya resta silencieuse. Ce moment, elle l'avait parfois imaginé, mais jamais sous cette forme. Elle n'avait jamais cru que Pierre puisse prononcer ces mots, encore moins avec cette voix brisée, vulnérable. Une partie d'elle voulait raccrocher, refermer cette porte pour toujours. Mais une autre, plus profonde, plus curieuse peut-être, voulait comprendre. Alors, contre toute attente, elle accepta de le revoir. Quand elle arriva chez lui, elle eut du mal à reconnaître l'homme qui l'avait terrorisée autrefois. Pierre, autrefois imposant et dominateur, n'était plus qu'une ombre de lui-même. Son corps, amaigri et fatigué, semblait plié sous le poids de la maladie. Ses yeux, jadis pleins de dureté et de rancune, étaient maintenant empreints d'une fragilité qu'elle ne lui avait jamais connue. Dès qu'il la vit, il éclata en sanglots. Ce fut la première fois que Maya le vit pleurer. Il lui demanda pardon, non pas une fois, mais plusieurs, répétant ses regrets comme une litanie, comme s'il cherchait à laver des décennies de cruauté en quelques mots. Maya l'écouta, mais elle n'était pas certaine de ce qu'elle ressentait. Pouvait-elle lui pardonner? Devait-elle même chercher à le faire? Elle se rendit compte alors que la réponse ne concernait pas Pierre. Il ne s'agissait pas de le soulager, de lui accorder un pardon qui effacerait ses fautes. La vraie question était de savoir si elle voulait encore porter ce fardeau, cette colère, cette douleur. Et c'est là qu'elle comprit. Elle n'avait pas besoin de son pardon pour être libre. Elle n'avait jamais eu besoin de lui pour exister. Tout ce qu'elle avait construit, elle l'avait fait seule, malgré lui. Les mois passèrent, et Pierre s'éteignit, seul, avec ses regrets. Maya n'assista pas à ses funérailles. Ce chapitre de sa vie était clos. Mais elle ne l'oublia pas. Au contraire, elle s'en servit pour aller encore plus loin dans son engagement. Elle consacra son énergie à aider les jeunes victimes de maltraitance, partageant son histoire non pas pour se complaire dans la douleur, mais pour montrer qu'il était possible de se reconstruire. Elle lança des programmes de soutien, travailla avec des associations, utilisa la danse comme un outil de guérison. Elle voulait que d'autres trouvent la force de briser leur chaîne avant qu'il ne soit trop tard. Maya n'avait jamais cherché à obtenir justice pour ce qu'elle avait subi. Mais en se regardant dans le miroir chaque matin, elle voyait une femme libre, forte et entière. Un être humain qui avait refusé d'être défini par la violence de son passé. Elle était devenue sa propre victoire, un exemple vivant de résilience et de rédemption.